Bon bah bonjour, donc en fait je suis pas venue vous parler de lapin, mais d'un projet que j'ai mené l'année dernière dans le cadre de l'association Côte Waste pour laquelle je travaille, qui est spécialisée dans la réduction des déchets à la source, donc comment on fait pour ne pas les produire plutôt que d'avoir à les gérer. Et donc ce projet consistait à aller rencontrer des professionnels et également des structures publiques qui arrivent à produire moins de déchets dans leur quotidien au travail. On me dit toujours que c'est pas possible, donc j'ai eu envie d'aller voir ceux qui le font pour constater si c'était impossible ou pas. Et des amis m'ont convaincu de faire ce périple à vélo. J'ai envie de dire contre mon gré, parce que le vélo pour moi c'est super difficile. Et donc une documentariste a souhaité filmer cette aventure, donc la préparation et le tour, puisqu'elle savait que ça ne serait pas anodin pour moi de pédaler sur tout le Tour de Bretagne pendant 2 mois pour aller rencontrer ces professionnels. Donc on va vous projeter d'abord le documentaire donc de Lauriane Courson. Et puis ensuite je vous présenterai quelques initiatives de ces professionnels rencontrés. Là, je commence à être un peu plus confiante. Ouais. Ce week-end, on va chercher le vélo que Nico m'a fait sur mesure à Guingamp. Donc on part en expédition là à plusieurs. Aller-retour à Guingamp pour chercher le cheval de fer, quoi. Moi j'ai hâte de découvrir le vélo parce que je sais pas quelle tête il a. Même les salariés peuvent partir. Bah, de toute façon, il faudrait que j'aille jusqu'à là, en fait, jusqu'à Trégastel. Le mardi. Ouais. Parce que moi j'aimerais bien terminer ici au Guil, enfin avoir la dernière étape, le Guil, pour pouvoir longer la côte comme ça. Voilà l'équipe. D'accord. C'est Claude. Salut Claude, Nicolas. Bonjour. Là, il y a un vélo qui t'intéressera. Ah, Je sais pas si tu le reconnais. c'est le cheval de fer. Cheval de fer, tu l'as Cheval de fer, D'accord. Trop D'une marque cool. bretonne en plus. Et voilà, j'ai j'ai remplacé par de lourde et l'alu, quelques trucs un peu plus légers. Trop bien. Voilà. Ce qu'il faudra faire, c'est vérifier la pression des pneus et nettoyer la chaîne. Je t'enverrai une petite vidéo pour ça, Ouais. pour nettoyer en mode zéro déchet la chaîne de vélo. Non. Ouf, pardon. Ça, c'est les objets que je peux encore acheter. Chaussures, câbles de pluie, c'est couchage. Alors, t'imagines qu'on vient toucher un peu tes moyens quand on tire dessus comme ça? Ça, par exemple, ça peut faire un peu de tout. Donc maintenant, je vais en profiter pour vous présenter quelques-unes des structures que j'ai eu la chance de rencontrer. Donc, je vous mets ça en route. Ça fait tout pile 1 an que je suis partie. Enfin, je suis partie le 24 avril l'année dernière. Donc là, j'étais au tout début de l'aventure. Les muscles n'étaient pas encore habitués. Ils ont perdu l'habitude entre-temps. Donc, comme je vous disais, c'est dans le cadre de l'association Côte Waste que je suis partie, avec vraiment l'idée de poursuivre cette tâche qu'on a dans l'association, c'est-à-dire d'aider et d'inciter le plus grand nombre à réduire les déchets, mais à la source. Donc moi, j'ai choisi de faire de cette cause mon métier. Ça fait partie des nouveaux métiers, les métiers qu'on invente au fur et à mesure.
Et donc, je vais notamment dans les établissements scolaires, je fais des ateliers, j'anime des tables rondes, des conférences également, comme vous pouvez le constater. Et on organise aussi pas mal d'événements, des friperies, des réparations vélo, etc. pour vraiment aider toutes sortes de personnes à utiliser ce qu'on a sous la main et éviter de jeter des choses. Donc, je vous présente cette courte conférence en 3 parties. Donc, premièrement, petit rappel sur ce qu'est le Trobraze, même si vous avez déjà eu un très bon aperçu. Ensuite, on verra quelques portraits de professionnels rencontrés. Et puis, on verra tout ce qu'on peut faire de tout ça. Donc, c'est parti. Donc, quelques mots sur le projet. Pourquoi, en fait, j'ai voulu m'infliger ça. Bon, la partie vélo, c'était pas mon choix, comme je vous disais, forcément. Mais c'était très cohérent avec le projet. J'interpelle régulièrement les professionnels sur la production de déchets et ils me répondent toujours oui, ben, c'est sûr, réduire les déchets, c'est bien, hein, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais bon, c'est difficile, ça coûte trop cher, ça prend trop de temps, les clients ne seront pas d'accord, enfin bref, c'est impossible. Et ben, moi, j'ai eu besoin d'aller voir ceux qui le faisaient parce que je pressentais que certains le faisaient déjà. Donc, j'étais pas sûre que ça soit impossible, j'ai voulu aller vérifier. Donc, c'est ce que j'ai fait, d'autant plus que les déchets des entreprises sont beaucoup plus importants que les déchets des particuliers. Pour 1 kilo de déchets que nous produisons, les entreprises en produisent 14 pour nous, pour chacun d'entre nous. Et alors, on peut considérer que les particuliers sont totalement détachés de ce que font les entreprises, mais il ne faut pas oublier que c'est nous, les clients des entreprises, déjà, d'une part. Donc, on a le pouvoir de décision par le choix de là où on met notre argent. Et aussi, les entreprises sont gérées et fonctionnent grâce à des particuliers qui travaillent dans ces entreprises ou qui dirigent ces entreprises. Donc les actions individuelles ne semblent pas peser en premier lieu, mais au final, ça participe énormément aussi au changement des mentalités, au changement de la vie des entreprises, au changement des mœurs. Donc c'est absolument pas anodin. Donc là, on a quelques chiffres sur la production des déchets. Donc on voit que c'est les domaines de la construction en fait, qui sont les plus gros générateurs de déchets. Voilà. Bon, on va pas s'attarder là-dessus puisque ça, c'est pas les bonnes nouvelles. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les solutions. Donc, cette Trobraze a été organisée. Il y a eu 4 mois de préparation. Ça a été une aventure qui a été extrêmement collective parce que tout le matériel a été prêté ou financé par d'autres structures, soit des particuliers ou soit des entreprises locales qui étaient là en soutien. Le vélo a été fait sur mesure à partir de récupération et mis à disposition pour le voyage. L'hébergement aussi était collectif puisque j'ai été hébergée chez des particuliers dont une grande partie que je ne connaissais absolument pas. Les gens qui ont eu vent du projet ont proposé spontanément de m'héberger. Donc voilà, j'ai rencontré pas mal de monde grâce aux hébergements. Il y a eu 44 hébergements différents. Il a fallu préparer aussi les trajets à l'avance pour savoir à peu près où j'allais circuler, rencontrer les gens. Donc ça a été un gros travail de préparation. Et au jour le jour, j'étais géolocalisée pour qu'on puisse suivre mon avancée. Et il y avait notamment plusieurs écoles qui suivaient aussi des classes qui suivaient l'avancée. Donc ils faisaient avancer le petit vélo dans leur classe sur la carte de Bretagne. Et ils suivaient les aventures, parce que pour nous, c'est important de transmettre aux jeunes générations, de les faire baigner là-dedans dès le début, pour que ça soit moins pénible pour eux que c'est pour nous de changer. En fait, pour qu'eux n'aient pas besoin de changer, mais soient déjà dedans dès le début. Et puis, il a fallu aussi chercher les structures que j'allais rencontrer, mais c'est pareil grâce au collectif que ça s'est fait, puisque en lançant un appel tout simple sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages, de propositions que j'ai mis des heures et des heures à lire. Et donc là-dedans, il a fallu trier pour voir qui correspondait à vraiment ce que je cherchais, c'est-à-dire des structures qui font moins de déchets à la source.
Bon, si vous voulez en savoir plus sur ce projet, il y a des informations sur le site internet de Côte Waste et puis sur les réseaux sociaux. Donc là, on peut voir quelques... Bon, il y a 2 portraits d'hébergeurs. À droite, c'est une association que j'ai rencontrée. J'ai profité du tour pour aller rencontrer aussi d'autres assos, d'autres partenaires, d'autres acteurs de la réduction des déchets sur tout le trajet. Et puis, j'ai aussi été rencontrer des établissements scolaires, donc écoles, collèges, lycées, etc. Donc là, on peut voir le tour que j'ai fait. Donc, je suis partie du Cap Sizun, de Plouhinec, ici, et je suis remontée par le nord jusqu'en Loire-Atlantique pour redescendre ensuite, reprendre la côte sud. Alors, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais peu importe la direction dans laquelle j'allais, j'avais le vent de face. Donc, que j'aille vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest, j'avais systématiquement le vent de face. Le vent tournait avec moi. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé, le vent, pendant mon tour. J'ai eu 3 jours de canicule et la grêle, énormément de pluie. Et donc du vent presque tous les jours, mais presque tout le temps de face. Et pendant 2 jours, j'ai eu le vent de dos. J'ai senti la différence. J'avais l'impression d'avoir un vélo électrique. Voilà. Donc c'était voilà pour la partie tournée. Maintenant, je propose de vous présenter quelques professionnels. Donc j'ai rencontré 38 structures professionnelles ou publiques. Donc parmi ces structures, voilà, une exploitation agricole qu'on a vue. On a vu aussi la fleuriste. On a aperçu quelques systèmes de consignes, le brasseur, etc. Donc c'était très 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 varié, extrêmement varié. C'est ce qui rendait le projet aussi très intéressant et qui montre bien que réduire ses déchets, ça ne concerne pas que quelques épiceries ou voilà, des professionnels dans des domaines vraiment ciblés. C'est très large. Et donc, tous ces professionnels-là, totalement différents, ont des points communs dans leur pratique. Déjà, dans leur motivation. Toutes les personnes que j'ai rencontrées ont envie de bien faire. C'était un point commun. Elles avaient toutes envie de bien faire et besoin d'être en accord avec des valeurs fondamentales. Et autre point commun, toutes ces personnes-là n'avaient pas ou très peu de formation aux pratiques qu'elles ont mis en place sur la réduction des déchets. Donc voilà, auto-formation là-dessus. Au niveau des actions qu'elles ont mises en place, d'autres points communs, toutes les mesures observées sont des mesures simples. Toutes. Et ça, c'était ma grande surprise. Il n'y avait absolument rien de complexe dans ce que j'ai pu observer qui permettait de réduire les déchets. Ça, c'était vraiment la grande surprise pour moi. Et dernier point commun que j'ai pu constater, pour fonctionner comme ça, ils ont toutes et tous pris juste le temps de réfléchir et de tester. Voilà. C'est ça le grand secret. Donc on voit que c'est pas si complexe que ça. Donc 5 exemples concrets de structures. La première structure, c'est l'entreprise Publigraphique à Pont-l'Abbé, qui est une entreprise de sérigraphie qui emploie 15 personnes et puis 100% de la production est à Pont-l'Abbé. Donc là, si jamais vous voulez diffuser un dessin, c'est possible à partir de maintenant. Donc, dans cette entreprise-là, ça fonctionne pour aller vers la réduction des déchets puisque l'équipe sait tisser des liens avec toutes les parties prenantes dans le fonctionnement de l'entreprise. Alors, du coup, j'ai perdu mon truc. Où es-tu ? Hop. Tac, tac. Donc, ils impliquent tout le monde dans ces fonctionnements-là. Donc, les clients, les fournisseurs, les institutions, les transporteurs, vraiment tout le monde, la partie civile aussi. Et ils expliquent comment ils veulent fonctionner, pourquoi ils font ça. Et en fait, ça encourage les propositions des uns et des autres. Donc, premièrement, ils agissent sur leur politique d'achat.
Ils réfléchissent énormément avant d'acheter, donc ils ont des critères, la réparabilité, la durabilité, la qualité aussi des produits, le bruit, le confort pour les employés. Ils récupèrent tout ce qui est possible d'être récupéré, par exemple du mobilier, et quand ils n'ont plus besoin de machines ou de matériel, le remettent en circuit au lieu de l'envoyer à la benne. Ils achètent aussi toujours au plus local. Peu importe ce qu'ils achètent, ils regardent toujours si ça existe à Pont-l'Abbé. Ensuite, dans le Pays Bigoudin, dans le Finistère, dans la région, etc. Et donc, ils fonctionnent comme ça par cercle concentrique pour essayer de toujours trouver au plus près. Et puis, même au niveau de la maintenance, ils travaillent principalement avec des entreprises de maintenance sur place. C'est important pour eux de faire vivre le territoire. Et donc, ils sont extrêmement bien implantés dans leur territoire. Et donc, ils travaillent aussi avec les fournisseurs pour optimiser les matières et trouver des solutions. Ensuite, ils sensibilisent les clients. Ils sensibilisent les clients en leur proposant toujours... bon, c'est un travail qui est sur mesure. En fait, ils essaient toujours de les conseiller en leur proposant souvent des produits éco-conçus. Donc, le cœur de métier de cette entreprise, c'est quand même assez polluant, générateur de déchets, parce que c'est de la sérigraphie. Donc, ils impriment sur toutes sortes de matières. Ça peut être des papiers ou des plastiques publicitaires, par exemple dans les supermarchés, là, ce qu'on voit en tête de gondole, etc. Donc c'est quand même de la production de papier et de plastique en grande quantité, mais ils essayent toujours d'orienter les clients vers des choix de matières moins polluants, moins problématiques, moins d'épaisseur aussi pour réduire les matières, réorganiser les formes, etc., pour qu'il y ait le moins de chutes possible. Au final, ça coûte moins cher pour les clients, aussi pour l'entreprise, et il y a moins de gaspillage en bout de chaîne. Ils récupèrent toutes les chutes, parce que pour eux, les chutes, ce sont des ressources, mais pas des déchets. Ils incitent les établissements scolaires, les étudiants des beaux-arts, les artistes, les troupes de théâtre, etc., à venir chez eux récupérer les chutes pour en refaire quelque chose. C'est aussi une manière pour eux de soutenir tout ce tissu local. Et quand ils donnent du matériel aux écoles, ils tiennent absolument à expliquer aux élèves d'où ça vient, pourquoi il y a des chutes, qu'est-ce qu'ils font, pour pas que ça soit juste des matières qui arrivent comme ça de manière un peu impromptue. Ils utilisent également les chutes de matière sur leur poste de travail. Alors j'ai vu leurs postes de travail, c'est vraiment des postes à la Géo trouve tout, c'est bricolé, tout est optimisé, voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Ils créent aussi des objets avec les chutes. Par exemple, le drapeau que j'avais à l'arrière de mon vélo, que vous avez pu voir, ils me l'ont imprimé. Donc, ils ont imprimé le logo de l'association, etc., sur des chutes de bâches. Et puis, les employés aussi récupèrent des chutes pour bricoler chez eux, refaire. Voilà. Dans le potager, ils me disaient qu'un de leurs employés a refait toute sa salle de bain avec des chutes de bois, des chutes de palettes. Et ils organisent aussi des ateliers de réemploi pour pouvoir utiliser ces chutes, et ça donne des choses vraiment sympas. Et puis enfin, 70% des palettes reçues dans l'entreprise sont réemployées, et les 30% restants sont donnés aux bricoleurs du coin ou aux personnes travaillant dans l'entreprise. Donc les conséquences que ça a pour cette entreprise de fonctionner comme ça, les ressources sont optimisées. Il y a une adéquation très forte entre les valeurs, ce qui est annoncé et ce qui est fait. Et donc ça, c'est source de bien-être au travail et de motivation. Il y a aussi une cohésion et une énergie collective à fonctionner comme ça ensemble. Et puis, le plaisir des personnes qui travaillent là-bas. Je les ai rencontrés, c'est vrai qu'ils ont l'air bien. C'est aussi pas mal d'économies pour l'entreprise, parce que y a moins de gaspillage, donc moins de dépenses, et une baisse des consommations. Pour leurs machines spéciales, le fait de passer par des entreprises locales pour la maintenance, ça fait qu'il y a une montée en compétences des employés des entreprises de maintenance qui deviennent vraiment très performants pour maintenir ces machines qui sont très très spéciales. Ça encourage la vie du territoire, et alors ça prend certes plus de temps de fonctionner comme ça, mais ça a plus de sens, et c'est une richesse humaine qui n'est pas mesurable. Et pour un secteur qui est peu écologique, je trouve que ça fait du bien de voir que ça bouge de l'intérieur,
qu'il y a des personnes dans ces secteurs-là qui essayent de changer les choses. Donc j'ai repris une petite citation entendue pendant l'entretien. Le Frédéric Guémas, le responsable, me disait: avec du bon sens et de la créativité, on fait de la magie. Du coup, je vois pas moi ce qui se passe derrière moi. Donc la seconde structure que j'ai rencontrée, c'est l'hôtel-restaurant, enfin que je vous présente en tout cas, l'hôtel-restaurant L'Esquem à Trégueux. Donc j'ai rencontré Richard Boson, le responsable. Donc c'est un hôtel indépendant, 3 étoiles, avec 44 chambres, et il y a 16 personnes dans l'équipe. Donc grâce à ce qu'ils ont mis en place, ils ont réussi à réduire de 25% les coûts de gestion des déchets. Donc premièrement, au niveau de l'hygiène et de la propreté, ils sont passés au vinaigre blanc pour désinfecter, tout simplement. Donc ça coûte beaucoup moins cher. Ils passent par un laboratoire, bien sûr, pour vérifier que c'est bien efficace. Et on confirme que c'est bien efficace. Ils ont laissé tomber les éponges pétro-sourcées pour des éponges en fibre naturelle qui durent 1 an et demi contre 1 mois pour une éponge classique. Et en plus, elles sont recyclées en fin de vie. Et par exemple, pour nettoyer les parois de douche, avec ces éponges-là et le vinaigre ne crée pas de traces sur les parois de douche, contrairement aux produits qu'ils utilisaient avant. Donc il y a besoin de rincer beaucoup moins, ça prend beaucoup moins de temps à nettoyer, il y a beaucoup moins d'eau qui est utilisée. Et c'est à peu près 1/3 de temps qui est gagné pour chaque douche. Et puis un confort respiratoire pour les personnes qui travaillent avec ces produits-là, qui est vraiment énorme. L'hôtel-restaurant a supprimé aussi toutes les bouteilles en plastique. Donc, il n'y a plus de bouteilles en plastique là-bas, même pour l'eau. Et certaines bouteilles sont consignées dans la mesure du possible. Ils font attention aussi à l'origine des produits en cuisine, et même pas que. Donc, ils travaillent en partie en local et régional. Et Richard Boson, le responsable, m'expliquait que c'est beaucoup plus facile pour s'adapter quand on travaille en local plutôt qu'avec des structures très lointaines et anonymes. On peut discuter pour changer les manières de faire. Il y a aussi moins de transport, donc c'est moins emballé. Par exemple, pour le savon, il passe maintenant par une entreprise locale. Au lieu d'acheter les petits savons qui vont être jetés après avoir été utilisés 1 ou 2 fois, maintenant ils achètent des grosses bonbonnes de savon liquide. Ils rechargent les distributeurs qui sont intégrés aux douches et rendent les bonbonnes à l'entreprise de savon local qui les re-remplit, et ainsi de suite. Et donc il n'y a plus de déchets qui est créé grâce à ça en fin de chaîne. Donc il y a pour le café, ils font pareil, ils rechargent, ils reçoivent le café en grains, le versent chez eux et voilà, rendent les contenants. Et ce que m'expliquait le responsable, c'est que le temps qui était passé avant à gérer les déchets en fin de chaîne correspond à peu près au temps qui est passé aujourd'hui pour faire les manipulations, de recharger, rendre. Donc au final, ça ne prend pas plus de temps. Et donc ils insistent auprès des fournisseurs, enfin ils insistent poliment bien sûr, ils font la demande aux fournisseurs d'avoir des produits qui soient livrés sans déchets. Donc il m'expliquait qu'ils n'arrivent pas tous à s'adapter, mais certains essayent. Et pour eux, ça fait même partie des conditions des cahiers des charges pour signer les contrats d'achat avec les fournisseurs. Maintenant, ils ont intégré ça dans les cahiers des charges. Voilà, il faut qu'il y ait des solutions pour réduire les déchets au moment de la livraison des produits. Et puis, au service des repas aussi, c'est vraiment très clair que cet établissement essaie de fonctionner sans déchets. Quand on regarde les tables, il n'y a aucun déchet sur les tables. Alors, on va me dire, oui, c'est normal. Mais quand on regarde la plupart des restaurants aujourd'hui, il y a soit des serviettes en papier, des sets en papier. Souvent, maintenant, il y a des dosettes de sel, de poivre, parfois même de ketchup, de mayo, etc. Des dosettes de sucre. En fait, maintenant, il y a des déchets partout sur la plupart des tables des restaurants. Et donc, on voit aussi la qualité des restaurants avec la dose de déchets qu'il y a dessus. Je trouve que ça va souvent ensemble. Donc là-bas, c'est des serviettes en tissu. Il n'y a pas de nappe, comme ça, il n'y a même pas besoin de les nettoyer. C'est des salières et des poivrières en dur, comme on faisait avant partout dans les restaurants, quoi.
Et donc voilà, il n'y a pas un déchet sur les tables, et la conséquence, c'est que c'est beaucoup plus joli aussi. Et puis, ils font de la vente à emporter avec des boîtes en verre consignées. Donc les conséquences que ça a pour l'hôtel-restaurant, les retours des clients sont positifs. Ça ne représente pas de grandes charges financières, parce que c'est surtout des investissements qui sont vite amortis. Et comme je vous disais, le coût de traitement des déchets a baissé de 25%. Et autre gros avantage, un confort au travail qui est supérieur. Et Richard Boson m'expliquait aussi qu'il y a une meilleure performance commerciale, parce que ça améliore l'image du lieu, et ça permet aussi de choisir sa clientèle, la clientèle qui va apprécier ces choses-là. Et donc pour eux, c'est un avantage de fonctionner comme ça. Donc je cite Richard Boson: on met souvent en opposition écologie et économie, c'est une erreur. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de bouteilles en plastique ici que l'entreprise tourne moins, bien au contraire. Troisième lieu, le cabinet médical des docteurs Lebrise et Cloirec à Ploumoguer. Donc c'est 2 médecins généralistes et avec un projet de maison médicale à 9 personnes. Ici, tout le mobilier est d'occasion, sauf la table d'examen. Le cabinet produit un petit sac poubelle par semaine, ce qui est très peu pour un cabinet médical avec 2 médecins. Les docteurs Lebrise et Cloirec ont supprimé le papier d'examen. Sauf exception, uniquement si c'est des actes vraiment salissants, mais ça n'arrive pas souvent. Dans tout le reste des cas, ils ont supprimé le papier d'examen, qui est au final le plus gros déchet en volume d'un cabinet médical, en plus du coût écologique que ça peut représenter de fabriquer et de transporter ce papier, et de le traiter ensuite. Elles utilisent des serviettes en tissu pour les enfants ou les personnes qui risquent d'avoir froid. Elles désinfectent avec un chiffon et du vinaigre blanc. Et le vinaigre est validé dans les protocoles sanitaires pour les cabinets médicaux. Elles nous disent que ça ne prend pas plus de temps que de changer le papier. Bon, là, il y a juste la période Covid, elles ont été obligées d'utiliser des désinfectants normés, mais en dehors de cette période-là, le vinaigre blanc fonctionne très bien. J'en profite pour glisser un petit conseil. On peut avoir dans sa voiture aussi un drap ou une serviette qu'on garde tout le temps et qu'on apporte chez les spécialistes ou les médecins quand on y va, pour pas qu'il y ait besoin d'utiliser le papier. Si on a envie de faire, bien sûr, c'est pas une obligation. Moi, j'en ai un, mais j'ai tendance à l'oublier dans ma voiture à chaque fois, ça m'agace. Pour tout le petit matériel médical, elles utilisent du matériel qui est lavable, donc qui est ensuite lavé et désinfecté, les embouts, les abaisse-langues, etc. Donc elles le désinfectent elles-mêmes dans une vieille essoreuse de récup qu'elles utilisent comme espace de désinfection. Elle m'expliquait que ce n'était pas possible pour le matériel de suture ou d'examen gynéco, mais pour tout le reste, c'est tout à fait possible. Elles n'utilisent pas de gants, elles se lavent les mains, tout simplement, puisqu'elles n'ont pas d'actes chirurgicaux à faire. Elle m'expliquait que tout ça, en fait, c'est juste une question de réflexe, et qu'on peut se libérer de la formation qu'on a reçue à l'hôpital, qu'on a reçue pendant les études, et que c'est vraiment une question d'habitude qui a la peau dure, plus que de nécessité hygiénique. Et elle m'expliquait aussi que du fait d'être en cabinet indépendant, elles ont beaucoup plus de liberté qu'à l'hôpital, parce que là, c'est une autre chanson. Elles choisissent aussi du matériel qui est plus durable au moment de l'achat, donc voilà, ça générera moins de déchets, ou du moins vite. Leur matériel de bureau est aussi dans cet esprit-là, choisi d'occasion, voilà, des crayons en bois plutôt que des surligneurs, des piles rechargeables, etc. Et puis dans la salle d'attente, les jouets sont d'occasion et elles préfèrent les livres aux magazines qui, eux, finissent à la poubelle. Les conséquences pour ce cabinet médical, les patients sont contents. Elles me disent que ça fait une économie financière, même si sur le budget d'un cabinet médical, au final, c'est pas très conséquent. Mais en tout cas, ça ne coûte pas et ça ne prend pas de temps et ça leur fait plaisir de ne pas voir la poubelle se remplir. Donc une citation d'une des médecins. Les habitudes et repères de société sur l'hygiène sont bien installés, mais il est tout à fait possible de fonctionner autrement. Et ça, on a tendance à l'oublier. Ça, c'est moi qui rajoute cette dernière phrase.
Donc ensuite, j'ai rencontré Morlaix Communauté. Morlaix Communauté comprend 26 communes, environ 64 000 habitants. Et il y a un programme local de prévention des déchets depuis 2009, donc ça fait longtemps par rapport aux autres collectivités. Ça passe notamment par le compostage et puis des actions sur les déchets verts. Donc ils ont installé 53 aires de compostage partagées dans les quartiers en bas des immeubles, donc c'est beaucoup. Et 55 aires de compostage en établissement, donc les écoles, les restaurants, les entreprises, les foyers, etc. Et il y en a d'autres en attente. Il y a aussi le compostage individuel, bien sûr, et puis tout un travail sur la réduction des déchets verts, avec des associations locales, des animations dans les écoles, et ça fonctionne extrêmement bien. Je rappelle que les biodéchets, ce qui est compostable, compose un tiers des poubelles noires, donc c'est vraiment dommage d'envoyer ça à l'incinération, alors que ça peut retourner à la terre et servir à quelque chose. Et en plus, ça vide les poubelles, c'est pas mal. Depuis 2017, ils organisent aussi des défis famille. Donc, l'objectif, c'est de recruter un certain nombre de foyers qu'on accompagne pendant 6 mois, 8 mois, 9 mois, en fonction du modèle choisi, pour les envoyer vers le plus de réduction possible. Ça existe avec les économies d'énergie, l'alimentation positive, mais aussi la réduction des déchets. Et donc, ils avaient lancé une expérimentation avec 12 foyers en 2017. Depuis 2018, il y a environ 270 foyers qui ont participé à ces défis. Et donc, avec des accompagnements, soit de la communauté de communes, soit des associations partenaires. L'objectif, donc, c'est de réduire les déchets d'ordures ménagères, les déchets recyclables et le verre. Et aussi de s'ouvrir sur les transitions de manière générale et de découvrir les initiatives locales. Ça fonctionne extrêmement bien. Le constat qui est fait sur l'ensemble de ces 270 foyers, c'est qu'en moyenne, il y a moins 45% de déchets produits par les foyers à la fin, au bout des quelques mois, par rapport au commencement. Et ça représente environ 850 € d'économie par an, par foyer. Donc c'est de l'argent qu'on peut mettre ailleurs ou mettre de côté si on a envie. Ça encourage aussi le tissage de réseaux, puisque les gens fonctionnent ensemble pendant quelques mois et découvrent les initiatives locales. Donc ça crée vraiment des réseaux. Et le plus difficile pour eux dans tout ça, c'est de gérer les demandes. Il y a énormément de demandes, il y a beaucoup plus de demandes qu'il y a de place. La communauté de communes propose aussi des subventions pour tester ou acheter des couches lavables et encourage toutes sortes d'actions qui vont dans ce sens-là. Il y a un programme pédagogique depuis 20 ans dans les écoles. Au début, c'était juste sur le recyclage. Et puis aujourd'hui, ça s'est étendu à 5 thématiques. La biodiversité, l'énergie, le développement durable, les déchets et l'eau. Et donc, c'est proposé aux 57 écoles et établissements spécialisés du territoire. Il y en a 44 qui participent chaque année. Et en fait, il n'y en a que 44 parce qu'ils limitent à 44. Et à l'ouverture des inscriptions, ils me disaient que c'était la course à l'échalote. Les gens se jettent sur les 44 places. C'est gratuit pour les écoles. Et il m'expliquait qu'en fait, ça aide le développement associatif local, puisque ce sont les associations locales qui vont faire les interventions ensuite dans les 44 établissements scolaires. Et plusieurs assos locales ont embauché du monde pour répondre à cette demande-là. Donc en fait, ça encourage le travail dans les assos locales qui travaillent sur ces thématiques-là. Donc ça contribue à développer le réseau et donc financé par la collectivité. Alors moi, j'aurais demandé, mais pourquoi ça marche chez vous ? Parce qu'il y en a plein qui essayent et en fait, ça ne marche pas. Et il me disait, alors déjà, c'est un travail d'équipe avec beaucoup d'échanges. Ça, c'est vraiment la première clé pour que ça fonctionne. Les propositions qui sont faites sont des propositions tout le temps clés en main. Il n'y a pas besoin d'aller creuser, d'aller réfléchir, tout est là, et donc les gens s'engagent beaucoup plus facilement quand c'est proposé clé en main. L'offre est transparente, elle est simple, et surtout elle est gratuite. Donc forcément, on y va plus facilement. Il m'expliquait aussi qu'il y a une communication qui est régulière, variée et très efficace. Il y a des agents sur le terrain, donc ça rend les démarches accessibles, et puis ça permet les échanges. Le réseau sur le territoire, les partenaires, les associations locales, etc., qui sont des vrais soutiens et des appuis, et vice-versa. Donc ça se nourrit. Et puis, comme ils éduquent les jeunes à l'environnement depuis 20 ans sur le territoire, au bout d'un certain temps, ça s'en ressent aussi. Ça fait 20 ans en fait, que les enfants sont éduqués à ça là-bas. Donc forcément, ça s'en ressent. Et la volonté politique.
Alors je leur disais, mais comment on fait pour convaincre les élus quand ils ne sont pas d'accord ou quand ils ne sont pas sensibles, tout simplement. Et ils m'expliquaient que, en fait, ce qui peut les convaincre, c'est de leur expliquer les bénéfices à court terme et à long terme aussi, mais à court terme aussi beaucoup, notamment en leur parlant d'argent, des économies que ça peut faire, du rayonnement aussi de la collectivité ou du territoire, peu importe l'échelle, et des effets positifs sur le territoire. En présentant ça de manière très concrète et très simple, ça peut aider à convaincre. Même s'il m'expliquait que les retombées sont difficiles à chiffrer parce que c'est assez tentaculaire et on ne peut pas tout mesurer. Et puis encourager les citoyens à être moteurs. Alors les conséquences que tout ça a pour Morlaix Communauté, donc comme je vous disais, c'est difficile à chiffrer réellement, mais il y a un gain au niveau des traitements des déchets, parce que moins il y a de déchets à traiter, moins ça coûte cher. Des gains aussi au niveau de la santé, de l'alimentation, de l'économie locale, du dynamisme local et de l'attractivité du territoire. Et ça encourage les réseaux locaux, les associations, etc. Depuis qu'ils ont démarré tous ces fonctionnements-là, il y a eu l'arrivée de nombreuses initiatives grâce à tout ça. Donc depuis le lancement des actions, vraiment de nombreuses initiatives qui sont arrivées avec des créations d'emplois. Il y a des ressourceries qui sont créées, des magasins, un magasin vrac, des associations, il y a des festivals maintenant qui existent sur ces thèmes-là, une formation qui a été créée au lycée agricole de Sucigno, que j'ai été rencontrer aussi là-bas. Il y a eu des emplois, enfin vraiment ça a créé quelque chose de très positif sur le territoire. Et puis ça casse aussi le rapport administratif entre l'institution et les habitants, parce que le fait d'être présent sur le terrain et de proposer des choses concrètes ensemble, ça permet pas mal d'échanges et ça casse cette froideur-là qu'il peut y avoir parfois entre les collectivités et les administrés. Et pour les personnes qui travaillent à Morlaix Communauté, c'est un grand plaisir au travail, parce qu'ils ont l'impression que ça sert à quelque chose, que ça avance, que ça a du sens, que ça marche. Et ça, forcément, ça fait toujours plaisir de travailler avec des résultats positifs. Et il me disait qu'il y a de plus en plus de demandes pour ce qu'ils proposent. Donc, la population adhère, sinon il n'y aurait pas de demande. Une citation que j'ai relevée de l'entretien que j'ai fait, donc il y avait 4 agents et élus de la collectivité, mais quelqu'un avait dit « Tout ce qui est investi sur la prévention nous fera faire des économies sur le long terme ». Bon, parfois le long terme, c'est pas toujours le temps politique, c'est pas la même chose. Et puis enfin, j'ai vu entre autres le café-restaurant Côte Zéro à Lorient, qui a ouvert en 2019. Ils servent environ 180 à 200 repas par semaine et produisent 2,5 kg de déchets recyclables par semaine pour 200 repas, 800 g d'ordures ménagères et 4 kg de verre. Pas mal. Dans la conception du lieu, ça a été pris en compte, cette philosophie-là, le mobilier et 50% de l'équipement de cuisine et de récup, donc forcément ça coûte beaucoup moins cher. Le lieu a été rénové avec des techniques écolo, donc récupération de matière, des cloisons isolantes, enfin beaucoup de choses a été mis en place. Dans le choix des menus, l'approvisionnement est fait grâce aux producteurs locaux, transportés en vélo par une association d'insertion. Et ils utilisent aussi pas mal de légumes déclassés. Si possible, les contenants retournent aux fournisseurs ou aux producteurs. Et puis, les techniques se sont améliorées au fil du temps. Au début, il y avait beaucoup de produits qui étaient pris chez Métro parce que c'était trop compliqué de gérer l'ensemble des producteurs d'un coup, mais petit à petit, ils se sont améliorés. Aujourd'hui, ils prennent uniquement le fromage AOP chez Métro. Donc, elle-même cuisine avec des produits de saison, bio, 95% végétariens. L'origine du peu de viande et de poisson est très contrôlée. Et puis, elles prennent des fruits au marché pour compléter l'offre locale et les boissons sont locales ou maison. Donc, tout ce travail-là en local, ça permet de supprimer énormément de déchets. Les menus changent tous les jours aussi pour s'adapter facilement à ce qu'il y a dans le frigo et ce qu'il y a dans les placards. Et puis, les restes sont cuisinés, il n'y a pas de perte. Et le fait de changer toujours, c'est bien pour les clients qui viennent aussi très régulièrement. 10 kg de compost est produit chaque semaine là-bas. Donc c'est le bokashi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un système de compost avec lactofermentation, avec des bactéries.
Elle passe par une association locale pour faire ça. Donc, une fois par semaine, les 10 kilos de produits à composter sont récupérés par l'asso, qui livre en même temps les lactobacilles. Et cette association-là, qui récupère le compost, utilise le compost arrivé à maturité pour amender les sols de jardins partagés qui produisent une plante qui est utilisée en tisane, le thé de Cariado, qui est vendu ensuite à la boutique. Et donc la boucle est bouclée. Et puis il y a une démarche solidaire aussi dans ce café-là, avec des cafés et des repas suspendus même. Si par exemple, on mange là-bas, on en a pour, je sais pas, 14,30 €, on peut arrondir à 15 €. Et au bout d'un certain temps, les repas supplémentaires qui peuvent être payés sont distribués à des personnes qui ne pourraient pas se permettre d'aller au restaurant via le centre communal d'action sociale. Voilà. Et donc, il y a énormément d'événements qui se passent avec des échanges, des collectifs d'habitants, des associations, des particuliers qui viennent organiser des ateliers, des échanges, des discussions. Donc, voilà, le travail d'insertion aussi avec beaucoup de partenaires. Et puis, la monnaie locale, on peut payer en monnaie locale là-bas pour encourager le commerce du territoire. Les conséquences pour le code zéro, donc c'est à Lorient, on a dit, très peu de déchets. Donc ça fait aussi ça de moins à gérer. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop m'occuper des poubelles. Mais voilà, donc elles ont très peu de déchets à gérer. Une grande satisfaction au travail. Une alimentation saine qui a du goût. Elle m'expliquait que ça demande beaucoup de temps et que c'est plus compliqué de gérer comme ça, mais que ça vaut le coup quand on regarde le bilan carbone. Et de toute façon, aujourd'hui, maintenant, elles ne peuvent plus fonctionner autrement, n'ont plus du tout envie de fonctionner autrement. Ça a créé aussi de nombreux liens avec le tissu local, et puis les retours des clients sont très positifs. Donc une petite citation des filles, nous ne voulons surtout pas culpabiliser, mais au contraire donner envie d'aller vers les transitions, et c'est vraiment leur démarche. Bon, qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? À part des dessins, des jolis dessins. Moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que non, c'est pas impossible, pas du tout. C'est que la démarche est possible, et en plus, elle est positive. Peut-être même qu'elle est inévitable, en fait. Et comme dans une démarche à la maison, c'est une démarche qui est progressive et qui est perfectible. Et c'est pas parce qu'on fait pas tout bien nickel qu'il faut s'empêcher de faire. On commence et ensuite on s'améliore. Et encore pendant mon tour, là, j'ai eu seulement un petit aperçu de tout ce qui se fait. Vraiment, de toutes les initiatives. Au final, il y en a énormément, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est seulement 38 structures sur le littoral breton, et uniquement sur la réduction des déchets. Je me suis pas intéressée aux économies d'énergie ou aux autres thématiques de la transition, même si tout est lié. Mais donc, ce qui existe, en fait, c'est énorme. Il y a beaucoup de choses, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est des actions qui sont menées plutôt en souterrain, dont on ne parle pas trop. Les gens qui travaillent dans tout ça n'ont pas le temps de communiquer là-dessus, ils sont déjà pris par leur travail. Mais en fait, tout ce qui se passe, c'est énorme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Alors moi, ça me motive de voir toutes ces personnes qui ont décidé de fonctionner autrement, de ne pas fonctionner comme on leur a dit de fonctionner. Donc pour moi c'est très motivant, et j'aimerais bien réussir à transmettre cette motivation-là par un livre. Donc je suis en train de rédiger un bouquin pour détailler vraiment les pratiques de ces professionnels-là, pourquoi ils le font, comment ils le font très concrètement, de manière très précise, et puis qu'est-ce que ça implique pour eux et pour elles. Donc voilà, il y a le travail sur ce livre, le documentaire qui a été tourné, et puis les conférences. Donc le documentaire et la conférence tourneront quand le bouquin sera sorti. Je pense que ce sera plus pertinent de pouvoir proposer la réponse à toutes les questions qu'on peut bien se poser. Donc j'espère que ça puisse motiver d'autres à avancer aussi. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous fait à vous de voir et d'entendre tout ça. Merci. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai mis ça. Oui, donc c'est l'association Côte Waste. C'est
c'est comme la côte ouest, mais waste, W-A-S-T-E, qui veut dire déchet, gaspillage en anglais. Bon, c'est raté pour éviter l'anglicisme, hein, mais j'avais essayé avec le breton, ça sonnait beaucoup moins bien. Et puis c'est une longue histoire ce nom. Mais donc voilà, côte waste, comme la côte ouest, mais waste. Et donc il y a un site internet, on nous trouve aussi sur les réseaux sociaux, il y a une petite chaîne YouTube avec des vidéos très courtes sur des gestes concrets et simples qu'on peut faire au quotidien, notamment avec toi. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est notre association PIMP tes déchets. Là aussi, il y a un anglicisme. Moi, j'avais une petite question pour toi, Claire. Ouais. Tu disais que pour les hébergements, donc les gens savaient que tu avais un tour de Bretagne et donc commençaient à te faire signe pour te dire qu'on a de la place. Et je voulais savoir par rapport aux entreprises, puisque tu as des entreprises qui font une réduction des déchets, mais pour eux c'est évident, mais ils mettent pas, comme tu dis, ils communiquent pas forcément parce que Ouais. bon, c'est bon, c'est pas bien ce que je fais, mais en fait, si. Et je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui as démarché les entreprises pour dire est-ce que éventuellement vous avez une démarche un peu plus green que les autres, ou est-ce que Alors en fait, il y a quelques entreprises qui ont vu mon appel à initiative sur les réseaux ou dans les journaux, sur Internet, qui m'ont contacté directement. Et j'ai aussi fait un travail de recherche en contactant la CCI et d'autres partenaires pour essayer de trouver des structures qui étaient reconnues pour leurs actions. Mais j'ai eu beaucoup de mal à mettre la main dessus. Mais ça a été un gros travail de recherche avec beaucoup de coups de fil, beaucoup de mails. Et, voilà. Mais la plupart, ce sont eux qui se sont manifestés ou bien qui ont été dénoncés par d'autres personnes sur les réseaux qui me disaient « Ah, bah, moi, je connais telle structure par chez moi ». Et voilà. Donc, c'est vraiment un mélange. Ça a été pendant 4 mois de la recherche pour trouver. tu as des employés, parce que tout à l'heure on parlait aussi de la satisfaction au travail, de dire tu peux utiliser des bons produits, machin. Tu as aussi des employés qui ont dit moi dans ma structure on fait ça. Pas forcément quelqu'un qui a un poste à la responsabilité, mais oui aussi, ouais. Oui, ça venait vraiment de partout. en tout cas bravo, parce qu'à plusieurs moments on avait les poils. Merci. Merci, ouais, bah, bravo à eux. Ça, c'est les professionnels que j'ai rencontrés.